Non, dit Charlie, ça ne va pas. Elle se retourna pour ressortir de la petite pièce. Son visage était blanc et tendu. Sous ses yeux se voyaient des taches d'un pourpre profond. Eh oh, attends une minute, fit Hochstetter, levant la main. Il eut un petit rire. Qu'est-ce qui ne va pas, Charlie? Rien, dit-elle, rien ne va. Hochstetter regarda la pièce. Dans un angle, on avait disposé une caméra de télé Sony. Ces cordons traversaient le mur de liège pour aboutir à un VCR installé dans la salle d'observation contiguë. Sur la table, au centre, se trouvait un plateau métallique plein de copeaux de bois. À gauche, un jeune homme en blouse blanche était penché sur un électroencéphalogramme dégoulinant de fils. Ça ne nous aide pas beaucoup, fit remarquer Hochstetter. Il affichait toujours un sourire paternel, mais il était fou de rage. Nul besoin d'être télépathe pour s'en rendre compte, il suffisait de voir ses yeux. Vous n'écoutez pas, lança Charlie d'une voix stridente. Personne n'écoute sauf. Sauf John, mais tu ne peux pas leur dire ça. Explique-nous ce qu'il faut faire alors, répondit Hochstetter. Elle ne se calma pas. Oh, si vous écoutiez, vous le sauriez. Le plateau de métal avec les petits morceaux de bois, ça va, mais c'est la seule chose qui va. La table est en bois aussi, et cette matière sur les murs, c'est inflammable, comme les vêtements du garçon. Elle désignait le technicien qui tressaillit légèrement. Mais Charlie, et la caméra aussi. Mais Charlie, cette caméra, elle est en plastique. Il suffit qu'elle chauffe pour exploser et envoyer des petits morceaux partout. Et il n'y a pas d'eau. Je dois le diriger vers l'eau une fois que c'est commencé. C'est mon père et ma mère qui me l'ont dit. Je dois le pousser vers l'eau pour l'éteindre. Sinon. Elle éclata en sanglots. Elle voulait John. Elle voulait son père. Et par-dessus tout, oui, par-dessus tout, elle ne voulait pas être là. Elle n'avait pas dormi une seconde la nuit passée. De son côté, Hochstetter l'observait pensivement. Les larmes, la crise émotionnelle, c'était clairement la preuve qu'elle se trouvait prête à sauter le pas. Très bien, dit-il. D'accord, Charlie, tu nous expliques ce qu'il faut et nous le ferons. C'est ça, répliqua-t-elle. Eh ben, vous n'aurez rien. Hochstetter pensa. Oh, on en aura plus que tu ne crois, sale petite merdeuse. Mais par la suite, il apparut qu'il ne se trompait guère. Plus tard, ce même après-midi, ils l'emmenèrent dans une pièce différente. Elle s'était endormie devant la télé lorsqu'il l'avait reconduite à son appartement. Son corps était encore assez neuf pour dicter ses besoins à son esprit inquiet et égaré, et elle put prendre environ 6 heures de sommeil. Ce repos, plus un hamburger et des frites en guise de déjeuner, lui rendirent sa forme et le contrôle d'elle-même. Elle examina la pièce longuement et avec attention. Le plateau de copeaux reposait sur une table de métal. Les murs étaient en acier industriel véritable, gris et sans ornement. Ce technicien porte un uniforme et des chaussons en amiante, précisa Hochstetter. Il était penché sur elle, le même sourire paternel aux lèvres. Le manipulateur de l'électroencéphalogramme paraissait mal à l'aise et semblait avoir trop chaud. Il était doté d'un masque de tissu blanc pour éviter l'inhalation des fibres d'amiante. Hochstetter désigna un grand miroir carré placé sur le mur du fond. C'est une glace sans teint. Notre caméra est derrière, et tu peux voir le baquet. Charlie s'en approcha. Il s'agissait d'un vieux baquet à pied, nettement incongru dans cet environnement dépouillé. Il était rempli d'eau. Elle pensa que ça irait. C'est bien, dit-elle. Le sourire du psychiatre s'élargit. Parfait. Seulement, vous passez dans l'autre pièce. Je ne veux pas avoir à vous regarder pendant que je le ferai. Elle l'observa d'un œil impénétrable. Il pourrait arriver quelque chose. Le sourire paternel s'altéra un peu. Elle avait raison, vous savez, dit Rainbird. Si vous l'écoutiez, vous auriez pu y arriver du premier coup. Hochstetter lui lança un coup d'œil et grogna. Mais vous ne le croyez toujours pas, hein? Le psychiatre, l'Indien et Cap se tenaient derrière le miroir sans teint. Dans leur dos, la caméra surveillait la pièce et le VCR Sony bourdonnait presque imperceptiblement. Le verre était légèrement polarisé, ce qui donnait à tout ce qui se voyait dans la salle des tests une coloration bleutée, comme un paysage qu'on observe à travers la vitre d'un car Greyhound. Le technicien connectait Charlie à l'électroencéphalogramme. Sur un écran de monitoring placé dans la salle d'observation s'inscrivait le tracé de ses ondes mentales. « Regardez un peu ces alphas, murmura l'un des opérateurs. Elle est vraiment vannée. Effrayée, corrigea Rainbird. Complètement terrifiée même. Vous le pensez, n'est-ce pas? Demanda soudain Cap. Au début, vous n'y croyez pas, mais maintenant, si. Oui, dit Rainbird, je le pense. Dans l'autre pièce, le technicien s'écarta de Charlie. C'est bon pour moi, lança-t-il. Hochstetter poussa un interrupteur à bascule.
Vas-y, Charlie, quand tu voudras. La fillette jeta un regard en direction du miroir sans teint, et un bref instant se créa l'étrange illusion qu'elle plongeait directement dans l'œil unique de Rainbird. L'Indien se retourna, souriant à demi. Charlie McGee regardait le miroir sans teint et n'y voyait rien d'autre que son propre reflet, mais la sensation d'avoir des yeux posés sur elle était très forte. Elle aurait voulu que John soit derrière, cela l'aurait un peu apaisée, mais elle ne percevait en rien sa présence. Elle se retourna vers le plateau de copeaux. Ce n'était pas une poussée, juste une impulsion. Elle y pensa et fut à nouveau effrayée et dégoûtée de sentir qu'elle avait envie de le faire. Elle en avait envie, comme une personne affamée et en sueur peut s'asseoir devant un ice cream soda au chocolat et avoir l'idée de l'avaler goulûment et salement. C'était très bien, mais avant cela, il fallait un petit moment pour savourer. Ce désir lui donna honte d'elle-même, puis elle secoua la tête presque en colère. Pourquoi est-ce que je n'en aurais pas envie? Les gens veulent toujours faire ce qu'ils font bien, comme maman et ses mots croisés, ou monsieur Douret, le voisin de Port City, qui préparait toujours du pain. Quand il en avait assez pour sa famille, il en faisait pour les autres. Quand on fait bien quelque chose, on veut le faire. Des copeaux, pensa-t-elle, un peu hautaine. Ils auraient dû me donner quelque chose de vraiment difficile. Le technicien le sentit le premier. Il avait chaud et transpirait dans son costume d'amiante et pensa d'abord que c'était à cause de cela. Puis il découvrit que les ondes alpha de la petite avaient pris l'amplitude aiguë qui est la marque d'une extrême concentration et l'expression de l'imagination. L'impression de chaleur s'accrut et soudain il eut peur. « Il se passe quelque chose là-dedans », lança l'un des opérateurs de la salle de contrôle d'une voix aiguë et excitée. « La température vient de s'élever de 5 degrés et son cycle alpha ressemble à une putain de cordillère des Andes. »« C'est parti » s'écria Cap. « C'est parti !» Et dans sa voix vibrait la note triomphale d'un homme qui a attendu des années un moment qui se présente enfin. Elle poussa de toutes ses forces en direction du plateau. Plutôt que de s'enflammer, les copeaux explosèrent, puis le plateau voltigea, éparpillant son chargement incandescent et alla cogner contre le mur, assez fort pour laisser une marque sur le revêtement d'acier. Le technicien qui contrôlait l'électroencéphalogramme lâcha un cri de terreur et plongea soudain vers la porte. Ce cri renvoya Charlie dans le passé, à l'aéroport d'Albany, où Eddie Delgado avait poussé le même cri en fonçant vers les toilettes des dames avec le feu à ses chaussures de l'armée. Brusquement, saisie de peur et d'exaltation, elle pensa « Oh mon Dieu, c'est devenu tellement plus fort !» Une ondulation bizarre et sombre était apparue sur le mur d'acier. La pièce se chargeait d'une chaleur explosive. Dans la salle voisine, le thermomètre à affichage digital, qui était passé de 21 degrés à 26 avant de marquer une pause, grimpait à présent au-delà de 32, vers 34, où il allait se calmer. Charlie tourna le feu vers le baquet. Elle cédait presque à la panique. L'eau tourbillonna, puis se mit à bouillonner furieusement. En l'espace de 5 secondes, le contenu du baquet passa d'une température fraîche à une franche ébullition. Le technicien était sorti, laissant dans sa hâte la porte de la salle des tests entr'ouverte. Dans la pièce voisine, on cédait à une agitation stupéfaite. Hochstetter mugissait. Cap se tenait bouche bée devant la vitre, le regard rivé au baquet d'eau bouillante. Des nuages de vapeur s'en échappaient et la condensation commençait à embuer le miroir. Seul Rainbird restait calme, un mince sourire aux lèvres, les mains jointes derrière le dos. Il ressemblait à un maître d'école dont l'élève préféré vient d'utiliser des postulats compliqués pour résoudre un problème particulièrement assommant. « Va-t'en, va-t'en » hurlant dans sa tête. « Va-t'en, va-t'en » Et soudain, cela s'en alla. Quelque chose sauta, tourna avide d'une seconde ou deux et s'arrêta tout simplement. Sa concentration se brisa et laissa partir le feu. Elle distinguait la pièce, à nouveau, sentait sur sa peau la sueur provoquée par la chaleur qu'elle avait engendrée. Dans la salle d'observation, le thermomètre monta jusqu'à 36, puis redescendit d'1 degré. L'eau écumante du baquet revint à un frémissement, mais la moitié au moins s'était évaporée. Malgré la porte ouverte, la petite pièce était chaude et humide, comme un bain de vapeur. Hochstetter contrôlait fiévreusement ses instruments. Ses cheveux, d'habitude tirés en arrière et coiffés au cordeau, étaient en bataille, rebiquant dans tous les sens. Il ressemblait un peu à un poireau. « On l'a !» haleta-t-il. « On a tout, c'est enregistré, la courbe de température. Vous avez vu l'eau bouillir dans ce baquet? Bon Dieu! Et on a le son? Est-ce qu'on l'a? Seigneur, vous avez vu ce qu'elle a fait ?» Il passa devant l'un des techniciens, pivota, le saisit brutalement au revers. « Dites-moi, peut-on douter un instant qu'elle l'ait fait ?» Presque aussi excité que Hochstetter, le technicien secoua la tête. « Oh non, pas de doute, chef, aucun doute !»
Seigneur Dieu, s'exclama le psychiatre. Il pirouetta, reprit son monologue. J'aurais pensé que quelque chose, oui, quelque chose, mais ce plateau, il a volé. Il remarqua Rainbird qui se tenait toujours devant la glace, les mains derrière le dos, ce demi-sourire étonné sur le visage. Pour Hochstetter, les vieilles animosités appartenaient au passé. Il se précipita sur le grand Indien, lui prit la main et la secoua. On l'a, lança-t-il avec une satisfaction sauvage. On a tout, c'est assez costaud pour tenir devant un tribunal, devant la putain de cour suprême même. Oui, vous l'avez, accorda calmement Rainbird. Maintenant, vous feriez bien d'envoyer quelqu'un la chercher. Hein? Le psychiatre lui jeta un regard vide. Je veux dire, expliqua Rainbird, toujours sur le même ton, que le type qui se trouvait avec elle a dû se rappeler qu'il avait un rendez-vous parce qu'il a filé comme s'il avait le feu aux fesses. Il a laissé la porte ouverte et votre petite pyromane vient de sortir. Hochstetter leva vers le miroir un regard stupide. La buée s'était épaissie, mais il ne faisait aucun doute que la pièce était vide. « Que l'un de vous y aille !» cria le psychiatre, se retournant. Les 5 ou 6 hommes présents restèrent près de leurs appareils et ne firent pas un geste. Apparemment, personne, à l'exception de Rainbird, n'avait remarqué que Cap avait quitté la salle dès que la fillette était sortie. Rainbird sourit à Hochstetter, puis son œil unique se promena sur les techniciens, dont les visages étaient devenus soudain aussi blancs que les blouses qu'ils portaient. « Vrai ?» fit-il doucement. « Lequel de vous veut aller chercher la petite fille ?» Aucun ne bougea. C'était distrayant, tout à fait, et l'idée vint à Rainbird que c'était la tête qu'auraient les politiciens quand ils découvriraient que les dés étaient jetés, que les missiles avaient déjà décollé, que les bombes pleuvaient, que les forêts et les villes flambaient. C'était si amusant qu'il ne pouvait qu'en rire, en rire, en rire. « C'est tellement beau, dit Charlie à mi-voix. Tout est si beau. » Elle se tenait près de la mare, non loin de l'endroit où son père et Pinchot avaient bavardé quelques jours auparavant. C'était une journée plus fraîche que l'autre, et déjà quelques feuilles commençaient à roussir. Un vent léger, un peu trop vif pour qu'on l'appelle une brise, ridait la surface de l'eau. Charlie leva son visage vers le soleil et ferma les yeux. Elle souriait. John Rainbird était près d'elle. Il avait passé 6 mois comme gardien au centre disciplinaire au camp Stewart, en Arizona, avant d'être envoyé outre-mer, et avait vu la même expression sur la figure d'homme libéré après un long et rude séjour en cellule. « Ça te dirait d'aller jusqu'aux écuries pour regarder les chevaux ?»« Oh oui, bien sûr !» répondit-elle spontanément, puis elle l'observa avec timidité. « C'est-à-dire, si ça ne t'embête pas. »« Oh, moi ? Mais je suis aussi content que toi de sortir, ça me fait une récréation. »« Ils t'ont désigné ?» demanda-t-elle. « Non. » Ils commencèrent à contourner la mare en direction des écuries. « Ils ont demandé des volontaires. Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup après ce qui s'est passé hier. »« Ça leur a fait peur ?» interrogea Charlie, avec juste un peu trop de douceur. « Oh, à mon avis, oui, » dit Rainbird, et il n'exprimait que la stricte vérité. Cap avait rattrapé la fillette au moment où elle s'aventurait dans le hall et l'avait escortée jusqu'à son appartement. Le jeune type qui avait abandonné son poste à l'électroencéphalographe avait été muté à Panama. Quant à la réunion qui avait suivi le test, il s'était déroulé de la façon la plus dingue. Les chercheurs étaient à la fois fous de joie et d'inquiétude, dégageant une bonne centaine d'idées neuves, tout en se rongeant pour savoir comment ils allaient parvenir à contrôler Charlie. On suggéra que ces quartiers soient ignifugés, qu'une garde permanente y soit installée, que le programme de drogue lui soit imposé à nouveau. Rainbird avait écouté en silence aussi longtemps qu'il l'avait pu, puis il s'était mis à frapper sur le bord de la table de conférence avec l'anneau de sa lourde turquoise. Il avait continué jusqu'à ce qu'il ait capté l'attention générale. Dans la mesure où Hochstetter le détestait, et peut-être le mot « haïr » ne serait-il pas trop fort, ses chercheurs éprouvaient le même sentiment, mais malgré cela, l'étoile de Rainbird s'était mise à briller plus fort. Au fond, il avait passé une bonne partie de ses journées avec un lance-flamme humain. « Je suggère, dit-il, se levant et promenant doucement sur eux la lueur qui brillait dans le cercle brisé de son visage, « je suggère que nous continuions exactement comme par le passé. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes appuyé sur l'idée qu'elle ne possédait probablement pas cette faculté, dont vous saviez tous que l'existence avait été établie au moins 2 douzaines de fois, ou bien qu'au cas où elle la possédait, ce n'était qu'une faculté limitée, ou encore que si ce n'était pas une faculté limitée, elle ne l'utiliserait plus jamais, quoi qu'il arrive. À présent, vous savez que vous vous êtes trompé et vous voulez recommencer à l'embêter. »« Non, ce n'est pas vrai, fit Hochstetter. Ennuyé, simplement. »« Si, c'est vrai, donna Rainbird.
Et le psychiatre se ratatina sur sa chaise. L'Indien retrouva son sourire et le présenta à la ronde. « Bien, cette fille s'est remise à manger, et elle a pris 5 kilos, ce n'est plus un petit spectre décharné. Elle lit, elle parle, elle fait des coloriages, et elle a même réclamé une maison de poupée que son ami le factotum a promis d'essayer de lui procurer. En un mot, son état d'esprit est meilleur qu'il ne l'a jamais été depuis son arrivée ici. Messieurs, nous n'allons pas commencer à faire les imbéciles avec un statu quo aussi fructueux, n'est-ce pas ?» Hésitant, l'homme qui avait manipulé le magnétoscope au cours de l'expérience risqua. « Mais si jamais elle met le feu à sa suite ?» « Si elle avait dû le faire, répliqua tranquillement Rainbird, elle l'aurait déjà fait. » À quoi personne n'avait rien trouvé à répondre. Charlie et lui quittèrent le bord de l'étang et marchèrent vers les écuries aux murs rouges sombres striés de liseré d'un blanc éclatant. L'Indien partit d'un rire sonore. « Oui, je crois que tu leur as vraiment fait peur, Charlie. »« Mais toi, tu n'as pas peur ?»« Pourquoi voudrais-tu que j'aie peur ?» Rainbird lui ébouriffa les cheveux. « Je ne redeviens un bébé que lorsqu'il fait noir et que je ne peux pas sortir. »« Oh, mais John, tu dois pas en avoir honte. »« Si tu avais dû m'allumer, dit-il, reformulant son argument de la veille, il y a longtemps que tu l'aurais fait. » Elle se raidit immédiatement. « Oh non, je voudrais que tu ne dises pas des choses comme ça. »« Oh, excuse-moi, Charlie. Quelquefois, ma bouche va plus vite que ma caboche. » Ils entrèrent dans les écuries où régnait une pénombre odorante. Le soleil déclinant filtrait à l'intérieur en rayons moelleux dans lesquels des brindilles d'avoine menaient un lent balai. Un palefrenier étrillait la crinière d'un hongre noir au front marqué d'une étoile blanche. Charlie s'arrêta pour regarder l'animal avec émerveillement. Le garçon d'écurie se tourna vers elle, souriant. « Vous devez être la petite demoiselle. Ils m'ont prévenu de votre arrivée. »« Elle est si belle, » murmura Charlie. Ses mains tremblaient, hésitant à toucher la robe soyeuse. À la simple vue des yeux calmes, sombres et doux du cheval, elle tomba amoureuse. « C'est plutôt un garçon, » dit le palefrenier. Il adressa un clin d'œil à Rainbird, qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, en principe. « Et comment s'appelle-t-il » demanda Charlie. « Nécromancer. Voulez-vous lui faire un câlin, mademoiselle ?» Hésitante, Charlie s'approcha. L'animal baissa la tête et elle le caressa, puis elle lui parla, sans penser un instant qu'elle allumerait une demi-douzaine de feux, rien que pour le monter avec John à ses côtés. Rainbird, lui, lut cela dans ses yeux, et il sourit. Se tournant brusquement vers lui, elle surprit ce sourire. La main qui flattait les naseaux du cheval s'immobilisa. Il y avait quelque chose derrière le sourire qu'elle n'aimait pas, elle qui pensait tout aimer de John. Il lui venait des sensations sur les gens auxquelles elle ne prêtait guère d'attention. C'était une partie d'elle, comme ses yeux bleus ou les 2 jointures de son pouce. D'habitude, son attitude à l'égard des autres s'appuyait sur ces sensations. Elle n'aimait pas Hochstetter parce qu'elle sentait qu'il ne lui accordait pas plus d'intérêt qu'un tube à essai. À ses yeux, elle n'était qu'un objet. Avec John, cependant, ses sentiments se fondaient uniquement sur les actes, sur la gentillesse dont il faisait preuve envers elle, et peut-être aussi sur l'infirmité de son visage. À cause d'elle, elle pouvait s'identifier à lui, éprouver de la sympathie. Au fond, pourquoi se serait-elle trouvée là si elle n'avait pas été également une espèce de monstre ? Pourtant, au-delà de ces choses, il faisait partie des rares personnes, comme M. Rocher, l'épicier de New York qui jouait souvent aux échecs avec son papa, qui lui étaient complètement fermés. M. Rocher était vieux, il portait un sonotone et un numéro bleu à demi effacé sur l'avant-bras. Un jour, elle avait demandé à son père si ce tatouage avait une signification, et il lui avait répondu, après l'avoir averti de ne jamais en parler à M. Rocher, qu'il lui expliquerait plus tard, ce qu'il n'avait pas fait. Parfois, il advenait que M. Rocher lui apporte des tranches de saucisses polonaises qu'elle mangeait en regardant la télé. Et maintenant, surprenant le sourire de John, si étrange et curieusement inquiétant, elle se demandait pour la première fois « Mais à quoi tu penses ?» Mais de si insignifiantes pensées ne pouvaient que s'effacer devant l'émerveillement que suscitait le cheval. « John, fit-elle, qu'est-ce que ça veut dire, nécromancer ?»« Eh bien, répondit-il, pour autant que je sache, c'est quelque chose comme magicien ou sorcier. »« Magicien, sorcier !» Elle prononça les mots doucement, les savourant, tandis qu'elle caressait la soie sombre du nez de Nécromancer. Rentrant avec elle, Rainbird suggéra « Tu devrais demander à Hochstetter de te laisser monter ce cheval, s'il te plaît tant que ça. »« Oh non, je ne pourrais pas, répondit-elle, l'observant, l'œil rond et l'air étonné. Bien sûr que si, tu pourrais, fit Rainbird.
se méprenant volontairement sur le sens de sa réponse. « Je n'y connais pas grand-chose en Hongre, mais je sais au moins qu'ils sont censés être doux. Il paraît incroyablement gros, mais je ne crois pas qu'ils s'emballeraient, Charlie. »« Non, mais je voulais dire, ce sont eux qui ne voudraient pas. » Il l'arrêta, posant les mains sur ses épaules. « Charlie McGee, quelquefois tu es vraiment très bête. Tu m'as rendu un sacré service le jour où ces lumières se sont éteintes, en ne disant rien à personne, mais maintenant c'est mon tour. Écoute un peu. Veux-tu revoir ton père ?» Elle hocha vivement la tête. « Alors, il faut leur montrer que tu sais faire des affaires, comme au poker. Si tu ne joues pas en force, tu ne joues pas du tout. À chaque fois que tu leur allumes un feu pour un de leurs tests, tu obtiens quelque chose d'eux. » Il secoua ses épaules avec douceur. « C'est ton oncle John qui te le dit. Tu m'entends ? Mais tu crois qu'il m'y autoriserait, si je demandais ? Si tu demandes, peut-être pas, mais si tu l'exiges, sûrement. Je les entends parler des fois. Le type qui vide les corbeilles et les cendriers, ça fait partie du mobilier pour eux. Ce Hochstetter est prêt à faire pipi dans sa culotte. »« C'est vrai ?» Elle eut un petit sourire. « Oui, vrai. » Et ils se remirent en marche. « Et toi, Charlie, je sais que ça te faisait peur avant, mais qu'est-ce que tu éprouves maintenant ?» Elle tarda à répondre, et lorsqu'elle le fit, ce fut sur le ton le plus pensif et le plus adulte qu'il lui eût jamais connu. « Maintenant, c'est différent, dit-elle. C'est bien plus fort, mais je le contrôle beaucoup mieux qu'avant. La foi de la ferme... » Elle frissonna, tandis que sa voix se faisait plus sourde. « Ça m'a juste échappé un petit moment. Ça partait dans tous les sens. » Ses yeux s'assombrirent. Elle revoyait les poulets exploser comme d'affreux pétards vivants. « Mais hier, quand j'ai voulu que ça s'arrête, ça s'est arrêté. Je me suis dit, ce sera seulement un petit feu, et voilà. C'était comme si je lâchais juste un rayon bien droit. »« Et ensuite, tu l'as fait rentrer à l'intérieur de toi ?» demanda John. « Oh mon Dieu, non, dit-elle, le regardant. Je l'ai envoyé dans l'eau. Si je l'avais fait rentrer, je crois que j'aurais brûlé. » Ils avancèrent en silence pendant un moment. « Mais la prochaine fois, il faudra davantage d'eau, dit-elle. »« Mais tu n'as plus peur ?» demanda John. « Non, plus autant qu'avant, répondit-elle, insistant sur la nuance. Et quand crois-tu qu'ils me laisseront voir mon papa ? Il passa un bras autour de ses épaules, dans un geste de rude et tendre camaraderie. Donne-leur encore un peu de mou, Charlie. Tout l'après-midi, les nuages s'accumulèrent, et le soir venu, une pluie froide d'automne commença à tomber. Dans l'une des maisons de petite banlieue très chic proche du complexe de la Boîte, un faubourg appelé Longmont Hills, Patrick Hochstetter, enfermé dans son atelier, construisait un modèle réduit de bateau. Ses bateaux et sa T-Bird restaurée étaient ses seuls hobbies. Paquebots, frégates et baleinières encombraient la maison par dizaines. Il pensait à Charlie McGee. Il se sentait d'une excellente humeur, avec la conviction que s'il parvenait à la soumettre encore à une douzaine de tests, même 10 suffirait, son avenir était assuré. Il pourrait passer le reste de son existence à étudier les propriétés du lot 6, pour un salaire substantiellement plus élevé. Il colla soigneusement un mât de misaine à sa place et se mit à s'y flotter. Dans une autre demeure de Longmont Hills, Herman Pinchot s'efforçait de faire entrer une énorme érection dans une culotte appartenant à sa femme. Son regard était sombre et révulsé. Sa femme se trouvait à une réunion tupperware. L'un de ses 2 charmants enfants était avec sa troupe de louveteaux, tandis que l'autre disputait un tournoi d'échecs au lycée local. Pinchot agrafa soigneusement un soutien-gorge de son épouse derrière son dos. Les bonnets pendaient sur sa poitrine étroite. Il se regarda dans la glace et se trouva, oui, très joli. Il se rendit dans la cuisine sans se soucier des fenêtres sans rideaux. Il marchait comme dans un rêve. Il s'approcha de l'évier et son regard plongea dans la gueule du broyeur West King récemment installé. Au bout d'un long et immobile moment, il le mit en marche. Au son des dents d'acier, tournant et mâchant avec voracité, il prit son sexe dans sa main et se masturba. Quand le plaisir fut venu et reparti, il sursauta et regarda autour de lui. Ses yeux étaient emplis d'une terreur vide, c'étaient ceux d'un homme s'éveillant d'un cauchemar. Il coupa le moteur du dispositif et retourna en courant vers la chambre, se pliant en 2 pour passer devant les fenêtres. Sa tête cognait et bourdonnait. Mais au nom du ciel, que lui arrivait-il ? Et dans une 3e maison du faubourg, celle-ci dotée d'un panorama que des gens comme Hochstetter ou Pinchot ne pouvaient espérer s'offrir, Cap Hollister et John Rainbird, installés dans le living room, sirotaient du cognac dans des verres ballons. La stéréo de Cap jouait du Vivaldi.
Vivaldi avait été l'un des compositeurs favoris de sa femme, pauvre Georgia. Bien d'accord avec vous, dit-il lentement, se demandant à nouveau pourquoi il avait invité chez lui cet homme qu'il haïssait et redoutait. Le pouvoir de la fille était extraordinaire. À pouvoir extraordinaire, supposait Cap, amant inattendu. Le fait qu'elle ait parlé d'une prochaine fois, de façon si spontanée, est extrêmement significatif. Oui, répondit Rainbird. Il semble que nous ayons effectivement une corde sur laquelle jouer. Mais ça ne durera pas toujours, dit Cap, qui fit tourner le cognac dans son verre, puis s'obligea à soutenir le regard borgne et brillant de l'Indien. Je crois que je comprends comment vous comptez vous y prendre pour rajouter un peu de longueur à cette corde, même si ce n'est pas le cas de Hochstetter. Vraiment demanda Rainbird. Oui. Cap se tut un moment avant d'ajouter c'est une manœuvre dangereuse pour vous. Rainbird sourit. Si elle découvre de quel côté vous êtes, dit Cap, vous avez bon espoir de comprendre ce que ressent un steak dans un four à micro-ondes. Le sourire de l'Indien s'étira jusqu'à ressembler au rictus sinistre du requin. Verserez-vous alors quelques larmes amères, capitaine Hollister? Oh non, pas de raison de vous mentir là-dessus. Mais depuis quelque temps déjà, avant même qu'elle n'accomplisse son exploit, je sens le spectre du docteur Van Ness rôder par ici. Parfois, il vient se percher sur mon épaule. Il observa Rainbird par-dessus le bord de son verre. Croyez-vous aux fantômes, Rainbird? Oui, j'y crois. Alors vous comprenez ce que je veux dire. Au cours de la dernière réunion que j'ai eue avec lui, il a tenté de me prévenir. Il avait fait une comparaison, attendez, avec John Milton à l'âge de 7 ans, s'appliquant pour gribouiller son nom en lettres lisibles, et le même devenu adulte, composant le paradis perdu. Il parlait d'elle et de son potentiel de destruction. Oui, fit Rainbird, et son œil étincela. Il m'a demandé ce que nous comptions faire si nous nous découvrions en possession d'une petite fille capable de progresser du simple incendie à l'explosion nucléaire et jusqu'à la catastrophe tellurique finale. Je l'ai trouvé bizarre, irritant et fou presque, à coup sûr. Mais à présent, vous pensez qu'il pouvait être dans le vrai, dit Rainbird. Disons qu'il m'arrive de me poser la question vers 3 heures du matin. Pas vous interrogea Cap. Cap, quand l'équipe du projet Manhattan a fait péter le premier joujou atomique, répondit Rainbird, personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Il y avait même une école qui penchait pour l'idée que la réaction en chaîne ne se terminerait jamais et que nous aurions un soleil miniature au-dessus du désert jusqu'à la fin des temps. Cap approuva lentement. Les nazis aussi étaient horribles, continua Rainbird. Les Japonais étaient horribles. Maintenant, les Allemands, les Nippons sont des gens bien, et ce sont les Russes qui sont horribles. Et les musulmans. Qui sait demain qui seront les affreux? Mais elle est dangereuse, fit Cap, se redressant. Van Ness ne se trompait pas là-dessus. Dangereuse et sans issue. Possible, dit Rainbird. Hochstetter dit qu'à l'endroit où ce plateau l'a cogné, le mur était tordu, reprit Cap. C'était un revêtement d'acier, mais la chaleur a suffi à le tordre. Le plateau lui-même n'avait plus de forme, elle l'a fait fondre. Pendant une seconde, elle a pu produire quelque chose comme 3000 degrés. Il regarda Rainbird, mais l'Indien paraissait perdu dans la vague contemplation du living room, comme si la conversation ne l'intéressait plus. Ce que je veux dire, c'est que votre plan est trop dangereux pour nous tous, pas seulement pour vous. Oui, admit Rainbird avec un certain contentement. Il y a un risque. Peut-être n'aurons-nous pas à y recourir. Peut-être Hochstetter obtiendra-t-il ce qu'il lui faut avant qu'il ne soit nécessaire d'appliquer le plan B. Hochstetter, fit Cap sèchement, appartient à cette catégorie qu'on pourrait appeler les obsédés de l'information. C'est un junkie, il n'en a jamais assez. Il est capable de tester la gamine pendant 2 ans et de hurler quand nous la lui retirerons. Vous le savez, je le sais, inutile de jouer aux devinettes. Quand le moment sera venu, nous le saurons, dit Rainbird. Moi, je le saurai. Et que se passera-t-il alors demanda Cap. John, l'aimable factotum, entrera en piste. Un petit sourire se posa sur les lèvres de l'Indien. Il la félicitera, lui parlera, l'amusera. John, le factotum, la rendra heureuse, car lui seul en est capable. Et quand John la sentira au comble du bonheur, il la frappera sur l'arête du nez, le fracassant, enfonçant des fragments d'os dans son cerveau. Ce sera rapide, et moi je regarderai, je verrai tout sur son visage. Il souriait, sans faire penser à un requin cette fois, un sourire aimable, doux, paternel. Cap finit son cognac. Il en avait besoin. Il espérait seulement que Rainbird ne se tromperait pas sur le choix du moment propice, faute de quoi l'image du steak dans le four à micro-ondes vaudrait pour eux tous. « Vous êtes dingue, dit-il.
Les mots lui avaient échappé, mais Rainbird ne parut pas en prendre ombrage. « Eh oui, acquiesça-t-il, avant de vider son verre. Il continuait à sourire. Big Brother. C'était le problème. Big Brother. Dans son appartement, Andy passa du living room à la cuisine, s'obligeant à marcher lentement, un sourire vague plaqué sur le visage. L'expression et l'allure du type agréablement défoncé. Jusqu'ici, il n'avait réussi qu'à rester près de Charlie et à apprendre que la route la plus proche était la 301 et que la région était plutôt rurale. Une semaine s'était écoulée depuis. Un mois donc depuis la panne, et il n'en savait pas plus sur la disposition de cet endroit que ce qu'il avait pu observer au cours de ses promenades en compagnie de Pinchot. Il ne voulait pas utiliser la poussée dans ces quartiers, car Big Brother écoutait et surveillait sans relâche. Et il n'avait plus l'intention de pousser Pinchot, car le médecin était en train de craquer, c'était une certitude. Après leur petite balade près de la mare, il avait commencé à maigrir. Des cernes noires se voyaient sous ses yeux, comme s'il dormait mal. Parfois, il entamait une phrase et la laissait mourir comme s'il avait perdu le fil de sa pensée, ou comme si ce fil s'était cassé. Tout cela contribuait à rendre la position d'Andy encore plus précaire. Combien de temps avant que les collègues de Pinchot ne s'aperçoivent de ce qui lui arrivait ? Ils pourraient attribuer cela au surmenage, mais si jamais ils établissaient le rapport avec Andy, ce serait la fin du très mince espoir qui lui restait de s'enfuir d'ici avec Charlie, et le sentiment que sa fille se trouvait en mauvaise posture grandissait de jour en jour. Pour l'amour du Christ, comment s'occuper de Big Brother ? Il prit un jus de fruits dans le frigo et retourna s'asseoir dans le living devant la télé qu'il regardait sans la voir, l'esprit complètement occupé à chercher une issue. Quand la solution arriva, ce fut, comme la panne de courant, une surprise totale. Et en un sens, ce fut grâce à Herman Pinchot. Il la rendit possible en se suicidant. 2 hommes vinrent et l'embarquèrent. Il en reconnut un, il l'avait vu à la ferme Manders. « Par ici, mon gars, fit celui-ci. On va se promener. » Andy sourit stupidement, mais en lui la terreur avait surgi. Il s'était passé quelque chose, une mauvaise chose. On n'en voit pas des types dans ce genre pour les bonnes. Peut-être l'avait-on percé à jour ? À vrai dire, c'était l'explication la plus plausible. « Où ça ?» demanda Andy. « Contente-toi de nous suivre. » Ils l'entraînèrent vers l'ascenseur, mais lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de bal, ils s'enfoncèrent dans la maison au lieu de sortir. Après le pool des secrétaires, ils pénétrèrent dans une pièce de moindre dimension où une fille tapait du courrier sur une IBM. « Vous pouvez entrer, dit-elle. » Ils passèrent à sa droite, où une porte les conduisit dans un petit bureau doté d'une baie ouvrant sur la mare, caché par un écran de petits aulnes. Derrière un antique meuble à rouleaux, un homme âgé, au visage anguleux et intelligent, se trouvait assis. Ses joues étaient colorées, mais, pensa Andy, moins à cause de l'alcool qu'à cause du vent et du soleil. L'homme le regarda, puis dressa un signe de tête aux 2 types qui l'escortaient. « Merci, vous pouvez attendre dehors. » Ils sortirent. L'homme à son bureau étudia attentivement Andy, qui lui retourna un regard vide. Son sourire ne s'était pas totalement effacé. Il espéra qu'il n'en faisait pas trop. « Bonjour, dit-il. Qui êtes-vous ? » « Je suis le capitaine Hollister, Andy. Vous pouvez m'appeler Cap. D'après ce qu'on raconte, je serai le patron de ce rodéo. Content de vous connaître. » Andy laissa son sourire s'épanouir un peu. À l'intérieur, la tension avait monté d'un cran. « J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Andy. »« Oh Seigneur, non, c'est Charlie. Il est arrivé quelque chose à Charlie. » Cap l'observait sans ciller de ses petits yeux perspicaces, des yeux pris si profondément dans leur plaisant réseau de petites rides qu'on remarquait à peine à quel point ils étaient froids et attentifs. « Oh ?» ?»« Oui, dit Cap, et il se tut un moment. Le silence s'étira de façon douloureuse. Il s'était absorbé dans la contemplation de ses mains, sagement croisées sur le buvard du sous-main posé devant lui. Andy l'imita, c'était la seule façon de s'obliger à ne pas sauter par-dessus le bureau pour le saisir à la gorge. Enfin, Cap releva la tête. « Le docteur Pinchot est mort, Andy. Il s'est suicidé la nuit dernière. » La bouche d'Andy béa sous l'effet d'une réelle surprise. Des vagues de soulagement et des vagues d'horreur déferlèrent en lui. Par-dessus, comme un ciel en ébullition sur une mer confuse, flottait la conscience que cela changeait tout. Mais comment ? Cap le surveillait. Il me soupçonne. Il soupçonne quelque chose, mais ces soupçons sont-ils fondés ou font-ils partie de son métier ? Sans question. Il lui aurait fallu du temps pour réfléchir, et il n'en avait pas. Il devrait penser debout. « Ça vous surprend ?» demanda Cap. « C'était mon ami, répondit simplement Andy, et il referma la bouche avant d'en dire plus.
Cet homme l'écouterait patiemment. Il laisserait s'écouler un long silence après chacune des remarques d'Andy, comme il le faisait à présent, pour voir s'il s'enfoncerait, le verbe plus rapide que la pensée. Une technique courante d'interrogatoire, et il y avait des choses-trappes dans cette forêt, Andy le sentait. C'était l'écho, bien sûr, un écho qui était devenu un ricochet. Il avait poussé Pinchot et provoqué le ricochet qui l'avait déchiré. Et malgré cela, Andy ne parvenait pas à éprouver le moindre regret. Il n'y avait que l'horreur et l'homme des cavernes qui sautait de joie et exultait. « Vous êtes sûr qu'il s'agit... Enfin, je veux dire, parfois un accident peut ressembler à... » « Non, non, je crains que ce ne soit pas un accident, » dit Cap. « Pourquoi? Il a laissé un message ?» M'accusant peut-être. « Il a mis les sous-vêtements de sa femme, » répondit Cap. « S'est rendu dans la cuisine, a enclenché le broyeur d'ordures et a enfoncé son bras dedans. »« Oh, mon Dieu !» Andy s'assit lourdement. Si la chaise ne s'était pas trouvée là, il serait tombé. Ses jambes ne le portaient plus. Il lança à Cap Hollister un regard d'horreur pure. « Vous n'avez rien à voir avec ça, n'est-ce pas, Andy? Vous ne l'avez pas, par exemple, poussé à le faire ?»« Non, » dit Andy. « Même si j'en étais encore capable, pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?»« Peut-être parce qu'il voulait vous expédier à Hawaï, » répondit Cap. « Peut-être parce que vous ne souhaitiez pas aller à Maui, dans la mesure où votre fille se trouve ici. Peut-être parce que vous nous avez roulé dans les grandes largeurs, Andy. » Et bien que ce Cap Hollister se trouvât à portée de main de la vérité, Andy sentit la tension se relâcher un peu dans sa poitrine. Si l'autre avait vraiment pensé qu'il était responsable de la mort de Pinchot, l'entrevue ne se serait certainement pas déroulée en tête-à-tête. Non, il appliquait les règles du jeu, voilà tout. Il trouverait sans doute tout ce qu'il fallait pour justifier le suicide du médecin dans son dossier personnel, sans aller chercher de mystérieuses méthodes d'assassinat. Ne dit-on pas que c'est chez les psychiatres que se compte le taux le plus élevé de suicide ? Non, c'est complètement faux, répondit Andy. Il paraissait effrayé, bouleversé, presque bafouillant. Je voulais aller à Hawaï, je lui ai dit. Je crois que c'est pour ça qu'il désirait faire d'autres tests, parce que je voulais partir. Je ne suis pas sûr qu'il m'aimait tellement. Ce que je sais, c'est que je n'ai rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Cap le regarda pensif. Leurs yeux se rencontrèrent, puis Andy baissa les siens. « Eh bien, je vous crois, Andy, dit Cap. Herman Pinchot avait pas mal de soucis ces derniers temps. C'est notre lot à tous ici, je suppose. C'est regrettable. Ajoutez à cela ce goût secret du travesti. Ça va être un choc pour sa femme, un rude choc. Mais nous savons nous occuper des nôtres, Andy. » Il sentait les yeux de l'homme l'observer. « Oui, nous nous occupons toujours des nôtres. C'est le plus important. » « Bien sûr, » fit Andy d'une voix terne. Un long silence suivit. Au bout d'un moment, il releva les yeux, s'attendant à trouver le regard de Cap posé sur lui, mais Cap était perdu dans la contemplation de la pelouse et des aulnes, le visage aussi affaissé, triste et vieilli que celui d'un homme qui s'est laissé aller à repenser à d'autres temps, sans doute plus heureux. Quand il s'aperçut qu'il était observé, une petite vague de dégoût passa sur ses traits avant de disparaître. Une haine brutale embrasa Andy, brutale et amère. Pourquoi ce Hollister ne serait-il pas écœuré ? Ce qu'il voyait en face de lui, c'était un drogué boursouflé, du moins le croyait-il. Mais qui donnait les ordres ? Et que fais-tu à ma fille, vieux salaud ? Eh bien, dit Cap, je suis heureux de vous apprendre que vous irez tout de même à Maui, Andy. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. J'ai déjà engagé la procédure administrative. Mais, reprit Andy, écoutez, vous ne pensez pas vraiment que j'ai quelque chose à voir avec ce qui est arrivé au docteur Pinchot, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non, répondit Cap. Et à nouveau cette courte vague de dégoût. Là, Andy ressentit la satisfaction malsaine qu'un homme de couleur, pensait-il, doit éprouver quand il vient de faire croire à un blanc déplaisant qu'il a devant lui un bon nègre, un vrai oncle Tom. Cette satisfaction, pourtant, ne cachait pas l'inquiétude provoquée par la phrase « J'ai déjà engagé la procédure administrative ». « Alors c'est bien, mais pauvre docteur Pinchot, » dit Andy. Il joua l'abattement, juste pour un instant, puis demanda avec avidité « Et je pars quand ?»« Aussi vite que possible, » répondit Cap. « La fin de la semaine prochaine, au plus tard. » 9 jours, maximum. Il le prit comme un coup de poing à l'estomac. « Ça m'a fait plaisir de vous parler, Andy. Je regrette simplement que nous nous soyons vus dans de si tristes circonstances. » Il tendit la main vers le bouton de l'interphone, et Andy se rendit compte soudain qu'il ne pouvait pas le laisser faire ça.
Dans son appartement, les caméras et les dispositifs d'écoute le rendaient impuissant. Mais si ce type était vraiment le patron, son bureau devait être aussi sûr qu'une tombe. Pas plus de micros que de poussière sous les tapis. Évidemment, il se pouvait qu'il dispose d'un appareillage personnel, mais... Reposez votre main, dit Andy, et il poussa. Cap hésita. Sa main recula pour rejoindre l'autre sur le buvard. Son regard se perdit en direction de la pelouse et l'expression de souvenir vague revint sur son visage. « Enregistrez-vous ce qui se passe ici » demanda Andy. « Non, fit Cap d'un ton égal. Pendant longtemps, j'ai eu un UR5000 qui se déclenchait au son de ma voix, exactement comme celui qui a valu ses ennuis à Nixon, mais je l'ai fait enlever il y a 14 semaines. »« Pourquoi » demanda Andy. Très rapidement, comme débitant une litanie, il répondit « Pas de rendement, pas de rendement. Justifier les crédits par des résultats. Remplacer l'homme d'en haut, pas de bande, pas de scandale. » Andy essayait de réfléchir. Les paroles de Cap montraient-elles une direction intéressante? Il n'aurait su le dire et le temps pressait. Il se sentait comme le gosse le plus lent, le plus bête à la chasse aux œufs de Pâques. Il décida d'avancer un peu sur cette piste. Pourquoi pas de rendement? Plus aucune aptitude à la domination mentale chez Maggie, répondit Cap. Définitivement à plat. Tout le monde d'accord sur ce point. La fille ne voulait plus allumer de feu. Pas question, quoi qu'il arrive. Moi, accusé de faire une fixation sur le lot 6, pris pour un dingue. Il sourit. Mais maintenant, ça va. Même Rainbird le dit. Andy renouvela la poussée. Une petite douleur commença à battre sous son front. « Pourquoi ça va » demanda-t-il. « Déjà 3 tests, répondit Cap. Hochstetter fou de joie. Hier, elle a brûlé un morceau de blindage. Température d'impact au-dessus de 20 000 degrés pendant 4 secondes. Dixit Hochstetter. » Le choc aggrava la migraine, rendit difficile le contrôle du tourbillon de ses pensées. Charlie allumait des feux. Que lui avait-il fait? Que lui avait-il fait, bon Dieu? Il ouvrit la bouche pour le demander, mais l'interphone bourdonna, et sous l'effet de la surprise, il poussa beaucoup plus fort qu'il n'était nécessaire. Un instant, il envoya à Cap presque tout ce qu'il avait. L'autre fut parcouru d'un grand frisson, comme s'il venait d'être touché par un aiguillon électrique. Il émit un son étranglé, et son visage rougeau se décolora. Andy sentit sa migraine décuplée. Inutilement, il s'exhorta au calme. Se payer une crise cardiaque dans le bureau de ce type n'arrangerait en rien les affaires de Charlie. « Pas faire ça, génie Cap !»« Pas d'appel pendant 10 minutes, fit Andy. Dites-leur. » Quelque part, les talons noirs huaient contre les portes de la stalle, demandant à sortir, cherchant à partir au galop. Il sentait une sueur huileuse ruisseler sur ses joues. L'interphone se fit entendre à nouveau. Cap se pencha, bascula le commutateur. Son visage avait pris 15 ans. « Cap, l'assistant du sénateur Thompson est ici avec les chiffres que vous avez réclamés à propos du projet Grand Saut. »« Pas d'appel pendant 10 minutes, dit Cap, avant de couper la communication. Andy était en nage. Cela les retiendrait-il, ou bien sentirait-il le coup fourré? Aucune importance. Comme Willy Loman avait coutume de le bêler, la forêt brûlait. Bon Dieu, pourquoi pensait-il à Willy Loman? Il devenait fou. Le cheval noir allait s'échapper et l'y emmener. Il faillit glousser. « Charlie a allumé des feux » demanda Andy. « Oui, répondit Cap. « Et comment l'y avez-vous poussé ?»« Bâton et carotte, répondit Cap. « Idée de Rainbird. Petite promenade dans le jardin, contre les 2 premiers. Maintenant, elle a droit au cheval. Rainbird dit que ça lui fera les 2 semaines à venir, et il répéta « Hochstetter est fou de joie. »« Qui est Rainbird » demanda Andy, sans se rendre compte qu'il venait de poser la question à 1000 points. Cap parla en rafale pendant 5 minutes. Il apprit à Andy que Rainbird était un tueur de la boîte qui avait été horriblement blessé au Vietnam, où il avait laissé un œil. Le pirate Borgne de mon rêve, songea Andy dans le flou. Il révéla que Rainbird avait été chargé de l'opération qui avait abouti à la capture de Charlie et de son père à Tashmore Pond. Il raconta la panne et le premier pas inspiré de Rainbird sur le chemin qui devait conduire la petite à allumer ses feux dans des conditions expérimentales. Pour finir, il avoua à Andy que c'était la vie de Charlie qui intéressait personnellement Rainbird une fois que les mensonges ne seraient plus possibles. Il aborda tous ces sujets d'une voix sans émotion et pourtant bousculée, puis il se tut. La fureur et l'horreur d'Andy s'amplifièrent tandis qu'il écoutait. Quand la récitation s'acheva, il tremblait de tout son corps. « Charlie, pensait-il, Charlie, Charlie !» Les 10 minutes étaient presque écoulées et il lui restait tant de choses à apprendre. Le silence entre eux dura une 40aine de secondes.
Allez voir, on aurait pu les prendre pour de vieux amis qui n'ont plus besoin de se parler pour communiquer. L'esprit d'Andy tournait à toute allure. Capitaine Hollister, dit-il. Oui. Pour quand a-t-on prévu l'enterrement de Pinchot? Ce sera après-demain, fit Cap calmement. Nous irons, vous et moi. Vous comprenez? Oui, je comprends. Nous irons à l'enterrement de Pinchot. J'ai demandé à y aller, reprit Andy. Quand j'ai appris sa mort, je me suis effondré en larmes. Oui, effondré en larmes, répéta Cap. J'étais bouleversé. Oui, vous étiez bouleversé. Nous prendrons votre voiture personnelle, seulement vous et moi. Qu'il y ait des gens de la boîte dans d'autres véhicules, devant ou derrière, des motards sur les côtés si c'est le règlement, mais nous serons seuls. Vous comprenez? Oh oui, c'est parfaitement clair, seulement vous et moi, dit Cap. Et nous aurons une bonne conversation. Comprenez-vous cela aussi? Oui, une bonne conversation. Votre voiture est-elle sur écoute? Non, pas du tout. Andy se remit à pousser une série de petits coups. À chaque fois, Cap sciait, et il savait qu'un écho risquait fort de se déclencher en lui. Mais c'était ça ou rien. Nous parlerons de l'endroit où est enfermé Charlie. Nous parlerons des façons de semer la confusion dans cet endroit, sans provoquer le verrouillage des portes, comme l'a fait la panne de courant. Et nous parlerons des façons dont Charlie et moi pourrons sortir d'ici. Vous comprenez? Vous n'avez pas le droit de vous échapper, lança Cap d'une voix haineuse, enfantine. Ce n'est pas dans le scénario. Maintenant, si, fit Andy, et il poussa encore. Oh, gémit Cap. Comprenez-vous ça? Demanda Andy. Oui, je comprends, mais ne le faites plus, ça fait mal, dit Cap. Ce Hochstetter mettra-t-il en question ma venue à l'enterrement? Demanda Andy. Non, Hochstetter est obsédé par la gamine, il ne pense à rien d'autre ces jours-ci. C'est bien, dit Andy. Mais ce n'était pas bien du tout, c'était désespérant. Dernière chose, capitaine Hollister, vous allez tout oublier de cette petite conversation. Oui, tout oublier. Les talons noirs étaient libres maintenant. Il entamait son galop. Sortez-moi d'ici, pensa faiblement Andy. Sortez-moi d'ici, le cheval est libre et la forêt brûle. La migraine affluait par vagues aveuglantes. Tout ce que je vous ai dit vous viendra à l'esprit naturellement, comme si vous en aviez vous-même l'idée. Oui, dit Cap. Andy abaissa son regard sur le bureau de Cap et aperçut une boîte de Kleenex. Il en tira un et entreprit de se tamponner les yeux. Il ne pleurait pas, mais la douleur provoquait un ruissellement qui ressemblait aux larmes. « Je suis prêt à m'en aller maintenant, » dit Andy. Et il lâcha. Cap regardait à nouveau la rangée d'aulnes, une expression vacante sur le visage. Peu à peu, l'animation y revint, puis il se tourna vers Andy qui s'essuyait les yeux en reniflant. Il n'avait pas à jouer la comédie. « Comment vous sentez-vous, Andy ?»« Un peu mieux, mais vous comprenez, l'apprendre de cette manière. »« Ah oui, ça vous a bouleversé, dit Cap. Voulez-vous un café ou quelque chose ?»« Non, merci, répondit Andy. J'aimerais retourner à mon appartement, s'il vous plaît. »« Oh, bien sûr, je vous raccompagne. »« Merci, monsieur. » Les deux types qui l'avaient amené au bureau l'observèrent suspicieusement. Le Kleenex, les yeux rouges et mouillés, le bras paternel de Cap passé sur ses épaules, une expression semblable se lut dans le regard de la secrétaire de Hollister. « Il s'est effondré en larmes quand il a appris que Pinchot était mort, » annonça tranquillement Cap. « Il était très bouleversé. Je pense que je vais essayer de m'arranger pour qu'il assiste aux funérailles de Herman avec moi. Ça vous plairait, Andy ?»« Oh oui, répondit Andy. « S'il vous plaît, oui, si c'est possible. Pauvre docteur Pinchot. » Et il éclata en vrais sanglots. Les deux types l'entraînèrent, passant devant l'assistant du sénateur Thompson, qui observait, embarrassé et sidéré, une grosse pile de classeurs bleus dans les bras. Ils firent sortir Andy, toujours en larmes, lui tenant chacun un coude. Sur leur visage se retrouvait une expression de dégoût semblable à celle de Cap, l'écœurement devant le spectacle qu'offrait cet homme bouffi et drogué qui avait perdu tout contrôle de ses émotions, tout sens des perspectives, et pleurait sur le sort de celui qui l'avait capturé. Mais les larmes d'Andy étaient réelles, mais c'était pour Charlie qu'il les versait. John l'accompagnait toujours, mais dans ses rêves, Charlie montait seul. Le chef des palefreniers, Peter Drebble, lui avait trouvé une petite selle anglaise bien ajustée, mais dans ses rêves, elle montait à cru. Avec John, elle se promenait dans les chemins cavaliers qui s'entrelaçaient autour de la boîte, s'égarait dans un bout de forêt constitué de grands pins et longeait la mare au canard.
Elle n'allait jamais bien loin, mais dans ses rêves, Nécromancé l'emportait au galop, plus vite, encore plus vite, à travers des bois dignes de ce nom. Ensemble, la bête et l'enfant s'élançaient à une allure vertigineuse sur une piste sauvage, baignée d'une lumière verte filtrant de l'entrelacs des branches, et la chevelure de Charlie flottait dans le vent. Elle sentait le travail des muscles de Nécromancé sous la robe soyeuse, et elle montait les mains enfouies dans sa crinière, lui chuchotant à l'oreille qu'elle voulait aller plus vite, encore et encore. Et Nécromancé répondait. Ses sabots étaient le tonnerre. Le chemin trouant ses bois verts et denses était comme un tunnel. Derrière elle, il y eut un petit crépitement et... La forêt brûle. Une bouffée de fumée. C'était un feu qu'elle avait déclenché, mais elle n'éprouvait pas de remords, seulement une folle gaieté. Il pouvait le devancer. Nécromancé était capable d'aller partout et de tout faire. Il sortirait du tunnel de branches. Devant, elle percevait une clarté. « Allez, plus vite, plus vite !» La joie, la liberté. Elle ne savait plus où finissaient ses jambes, où commençaient les flancs de l'animal. Il ne formait plus qu'un, fondu comme les métaux qu'elle faisait fondre au cours des tests. Devant eux apparut un grand obstacle, un entassement de bois mort et blanc comme un tumulus d'ossements. Folle de bonheur, elle talonna légèrement Nécromancé de ses pieds nus et sentit ses postérieurs s'envoler. Ils sautèrent l'obstacle, flottant un moment dans les airs. Sa tête était en arrière, ses doigts étreignaient la crinière et elle hurla. Non de peur, mais simplement parce qu'elle aurait explosé si elle avait retenu son cri. « Libre, libre, libre ! Je t'aime, Nécromancé !» Ils passèrent facilement l'entassement de bois mort, mais à présent l'odeur de la fumée devenait plus nette, plus présente. Il y eut une petite explosion derrière eux, et il fallut qu'une flamèche retombe en tournoyant et pique sa peau comme une ortie pour qu'elle découvre qu'elle était nue. Nue et... Mais la forêt brûle. Nue et libre, délivrée, sans entrave, Nécromancé et elle, galopant vers la lumière. « Plus vite !» murmura-t-elle. « Plus vite, je t'en prie !» Et le grand hongre noir prit encore de l'allure. Le vent soufflait aux oreilles de Charlie avec un bruit de tonnerre. Elle n'avait pas à respirer, l'air s'engouffrait dans sa bouche entr'ouverte. Le soleil perçait les frondaisons en rayons poussiéreux, pareils au cuivre ancien. Et tout là-bas, devant, brillait la lumière. Le bout de la forêt, le ciel ouvert, sous lequel Nécromancé et elle pourraient galoper pour l'éternité. Le feu les poursuivait, l'odeur odieuse de la fumée, la main de la peur. Le soleil était droit devant. Elle pousserait Nécromancé jusqu'à la mer, où peut-être elle retrouverait son père, et ils vivraient là tous les deux, tirant les filets lourds de poissons vifs et brillants. « Plus vite !» C'était un cri triomphal. « Oh, Nécromancé, plus vite, plus vite !» Alors la silhouette apparut dans la grande bouche de lumière où se finissait la forêt, l'occulta de sa vaste masse, fermant le chemin. D'abord, comme à chaque fois qu'elle faisait ce rêve, elle crut que c'était son père, fut sûre que c'était lui, et son bonheur devint presque douloureux avant de se muer en une terreur atroce. Elle eut le temps de remarquer que l'homme était trop large, trop grand, et pourtant familier, affreusement familier, puis Nécromancé se déroba, hurlant. Est-ce que les chevaux hurlent ? Je ne savais pas qu'ils hurlaient. Luttant pour ne pas tomber, ses cuisses dérapantes tandis que les sabots battaient l'air, mais le cheval ne hurlait pas, il hennissait, mais c'était tout de même un hurlement, et il y avait d'autres hennissements comme des cris derrière elle. « Oh mon Dieu !» pensa-t-elle, « les chevaux derrière, les chevaux, et la forêt qui brûle !» Et devant, cachant la lumière, cette silhouette, cette forme horrible, qui marchait vers elle maintenant qu'elle était tombée sur le chemin, et que Nécromancé touchait doucement son ventre nu de son nez humide. « Ne fais pas de mal à mon cheval !» glapit-elle à l'intention de la silhouette. Ce père dans son rêve, qui n'était pas son père. « Ne fais pas de mal aux chevaux, oh je t'en prie, pas aux chevaux !» Mais la silhouette avançait. Elle dégainait un revolver, et c'était là-dessus que Charlie s'éveillait, parfois en hurlant, parfois tremblant d'une sueur glacée, sachant qu'elle venait de faire un mauvais rêve, mais incapable de s'en souvenir, à l'exception de la course folle sur la piste forestière et de l'odeur du feu. Ça, et un affreux sentiment de trahison. Et à l'écurie, le lendemain, elle toucherait Nécromancé, ou appuierait son visage contre sa chaude épaule, et éprouverait un effroi pour lequel elle n'avait pas de nom.